Il suffit d'observer une carte pour saisir l'ampleur de l'anomalie, vraiment. Ouais, c'est vrai. On parle d'un territoire qui fait grossièrement 2 fois la taille de la région Bretagne, totalement enclavé au cœur du continent européen, sans le moindre accès à la mer, et structurellement dépourvu de réserves pétrolières ou de matières premières stratégiques. Rien du tout, ouais. Et sur la scène diplomatique, c'est un acteur qui cultive une discrétion presque radicale. Il refuse systématiquement de s'imposer par la force ou de hausser le ton lors des sommets internationaux, tu vois. Toujours dans la retenue, tout à fait. Pourtant, derrière ce silence géopolitique, c'est ce même pays qui abrite la machine la plus complexe jamais construite par l'homme, donc le plus grand accélérateur de particules au monde. Rien que ça. Et c'est sur ce sol que sont nés le World Wide Web, le LSD, l'iconique fondue au fromage, ou encore la blockchain Ethereum, une blockchain qui soutient aujourd'hui une part colossale de la finance décentralisée. Le contraste est effectivement saisissant. Parce que l'image d'Épinal que le monde entier s'en fait, c'est souvent figé dans les paysages alpins, les chalets et une certaine tranquillité pastorale, quoi. Exactement. Les vaches et le chocolat. Voilà. Mais la réalité souterraine, c'est celle d'une hyperpuissance technologique redoutable. Une puissance qui redessine silencieusement l'architecture de notre quotidien, des puces de nos smartphones jusqu'aux algorithmes d'intelligence artificielle. C'est exactement le cœur de notre exploration en profondeur aujourd'hui. Notre point de départ, c'est une enquête extrêmement détaillée qui a été publiée en avril 2026 par la publication Block News. Une très belle enquête, d'ailleurs. Ouais, sous le titre « La Suisse, le pays de l'innovation en toute discrétion ». Et la mission de notre session d'aujourd'hui, pour les esprits curieux qui nous écoutent, c'est d'aller démonter la mécanique de cet écosystème. Parce qu'il y a de quoi faire. Ah oui, car l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, vient de rendre son verdict. La Suisse est classée numéro 1 mondial de l'innovation pour la 14e année consécutive. 14 ans, c'est fou. 14 ans d'hégémonie absolue. Bon, décortiquons tout ça. Comment font-ils ? Eh bien, la première étape pour comprendre cette hégémonie, c'est de se débarrasser du mythe de la génération spontanée ou d'un soi-disant avantage naturel. D'accord. L'innovation suisse, ça relève d'une ingénierie systémique, d'une précision clinique. Il n'est pas question de faire du bruit ou de multiplier les déclarations d'intention gouvernementale. C'est un modèle où chaque composante de la société, que ce soit la recherche académique, le capital risque ou la législation fédérale, est calibrée pour s'alimenter mutuellement. Sauf que, mathématiquement, on pourrait se dire que ça défie la gravité, non ? Un pays de 8,7 millions d'habitants ne devrait pas pouvoir damer le pion à des superpuissances technologiques comme les États-Unis ou la Chine. Qui bénéficient d'effets d'échelle monumentaux, ouais. C'est ça ? L'enquête de Block News met d'ailleurs en évidence un chiffre de départ très intéressant. 3,4% de leur PIB est directement injecté dans la recherche et le développement. Ce qui les place au 3e rang de l'OCDE. Exact. Mais attendez, si je peux me faire l'avocat du diable une seconde, injecter massivement des capitaux, ça ne garantit absolument pas l'innovation. L'Union européenne ou même certains pays asiatiques déversent parfois des dizaines de milliards dans des plans d'État très médiatisés. Avec des résultats finaux souvent très décevants, on le sait. Voilà. Qu'est-ce qui rend leurs 3,4% si efficaces à eux ? C'est une objection tout à fait centrale. Et la réponse, en fait, elle se trouve dans la provenance de ces fonds. En Suisse, les 2/3 de ces investissements en R&D sont assumés par le secteur privé. Ah, les 2/3 carrément. Ouais. Contrairement à des économies où l'État dirige la recherche à grands coups de subventions descendantes, ici, le financement est organiquement lié au marché. Lorsqu'une entreprise privée finance sa propre recherche, le processus de validation est immédiat. C'est pas de la recherche pour de la recherche, quoi. Exactement. Il n'y a pas de recherche dans le vide. Chaque franc investi doit répondre à une friction réelle de l'industrie ou anticiper un besoin commercial très concret. Donc, l'impulsion vient des acteurs privés, ce qui garantit l'utilité finale. Mais le capital privé a horreur de la dispersion. Tout à fait. S'ils investissaient dans tous les sens, de l'industrie lourde à l'automobile par exemple, ils dilueraient cette force de frappe. Et l'enquête montre d'ailleurs qu'ils pratiquent une concentration sectorielle presque impitoyable. C'est le 2e pilier de leur modèle. La pharmacie, les technologies médicales, la chimie de spécialité, l'instrumentation de haute précision. Parfaitement. Ils ont accepté très tôt qu'ils ne pouvaient pas être compétitifs sur des marchés de volume, qui nécessitent une main-d'œuvre bon marché ou des espaces de production infinis. Ils se sont retranchés sur la très très haute valeur ajoutée. D'où la naissance de géants globaux comme Roche ou Novartis dans la santé. Ou Nestlé et Logitech, oui. Ce qui est fascinant ici, au-delà de cette allocation organique des ressources, c'est le 3e pilier fondamental, la neutralité géopolitique historique du pays.
parce qu'ils ne sont membres ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN. C'est ça. Et historiquement perçue comme une simple posture diplomatique de retrait, cette neutralité s'est métamorphosée aujourd'hui en une redoutable arme économique. Ah bon? Comment ça? Une chaîne d'approvisionnement mondiale a besoin de sanctuaires. Hein, je vois. La neutralité suisse offre une prévisibilité juridique et commerciale rarissime, ce qui attire les investissements à très long terme qui fuient l'incertitude globale. C'est voyant. En lisant cette partie de l'enquête, j'ai repensé à la manière dont de nombreux pays tentent de forcer l'innovation avec de grands coups de marteau étatiques, comme on le voit avec des initiatives du type Plan France 2030 par exemple. Oui, l'État décide des secteurs d'avenir et arrose le marché. Exactement. Le modèle suisse, à l'inverse, me fait penser à l'horlogerie de luxe, ou même à un réseau mycélien dans une forêt. Ce réseau fongique invisible sous la terre ne reçoit pas d'ordre d'un cerveau central. C'est une excellente analogie. Les nutriments, c'est-à-dire les capitaux, circulent naturellement et de manière décentralisée vers les jeunes pousses qui montrent le plus grand potentiel de croissance dans ces secteurs de pointe. C'est tout à fait ça. D'accord, l'environnement est prévisible et le secteur privé dirige le financement. Mais pour que ce réseau mycélien s'épanouisse, il faut bien des germes d'innovation au départ. D'où sortent les idées radicales qui alimentent ces entreprises? Les universités, bien sûr. L'enquête nous dirige effectivement vers leurs institutions académiques. On parle de pôles qui fonctionnent comme des usines à brevets de classe mondiale. Les écoles polytechniques fédérales, l'ETH Zurich et les PFL à Lausanne. Qui sont des mastodontes. Oui, elles sont respectivement classées 3e et 4e au niveau européen pour la création de valeur par leur spin-off, selon le rapport Dealroom de 2025. Elles regardent carrément Stanford et le MIT droit dans les yeux. Et la différence majeure de ces institutions, c'est leur ingénierie du transfert technologique. Il ne s'agit pas du tout de laisser une brillante thèse de doctorat prendre la poussière sur l'étagère d'une bibliothèque universitaire. Ce qui arrive si souvent ailleurs. Voilà. Dès le départ, les laboratoires sont perméables au capital risque. Rien qu'en 2024, qui était pourtant une année marquée par un assèchement brutal des financements à l'échelle mondiale, le PFL a réussi l'exploit de lever 512 millions de francs suisses. C'est colossal pour une seule institution. Leur secret réside dans un focus absolu sur la deep tech. Dans des environnements macroéconomiques instables où, disons, les applications logicielles éphémères perdent de leur attrait, les investisseurs affluent vers ces technologies fondées sur une ingénierie lourde et des barrières à l'entrée colossales. C'est perçu comme l'ultime valeur refuge technologique en fait. Exactement. Et les valorisations qui en découlent donnent le tournis. L'enquête cite Nextink, une entreprise née directement des laboratoires de l'EPFL. En 2025, elle a franchi une valorisation de 3 milliards de dollars. C'est un succès indéniable. Mais là où l'enquête de Block News m'a véritablement interpellé, c'est sur le développement d'un pool secret de l'intelligence artificielle à Zurich. Aujourd'hui, cette ville affiche la 4e plus forte densité de développeurs en IA de la planète. Derrière de très grandes capitales, oui. Ouais, talonnant Londres, Paris et Berlin. Avec un chiffre hallucinant à l'appui, 3% de la population totale du pays possède un doctorat. Ce qui est un taux absolument exceptionnel. Et il y a un effet d'attraction inévitable avec ça. Une telle densité de chercheurs hyper spécialisés agit comme un aimant sur les titans technologiques mondiaux. Évidemment. Google n'a pas choisi Zurich au hasard pour y installer 300 de ses meilleurs chercheurs en IA. Et Microsoft non plus d'ailleurs. Microsoft a fait de même, oui. Ils y ont regroupé près de 700 collaborateurs qui développent actuellement les briques fondamentales de Copilot, leur assistant d'intelligence artificielle. Et ça, depuis un complexe directement collé à l'aéroport de Zurich et interconnecté avec le centre IA de l'ETH. Bon, voilà qui m'amène à une contradiction majeure. Posons-nous la question froidement. L'État suisse finance un système éducatif public d'excellence, qui parvient à diplômer 3% de sa population au niveau doctorat. Oui. Et immédiatement, des prédateurs technologiques, comme Google et Microsoft, s'installent littéralement à la sortie de l'aéroport pour aspirer cette matière grise. C'est l'image, oui. Au final, ce pays n'a-t-il pas simplement construit, à ses propres frais, le plus luxueux incubateur de talents au service exclusif des géants américains? C'est une lecture critique très pertinente du phénomène. Et on est en plein dans le paradoxe de la guerre mondiale des talents. Le risque de captation de la matière grise locale par des acteurs étrangers est permanent. C'est un vrai danger pour leur souveraineté. Cependant, l'écosystème a intégré cette contrainte pour la transformer en dynamique circulaire. Comment ça? Certes, le jeune chercheur commence sa carrière chez Google Zurich. Mais il y acquiert des méthodologies de déploiement à échelle mondiale. Il se constitue un réseau et statistiquement, une proportion significative de ses talents finit par quitter ces grands groupes pour fonder des startups locales.
Ah, le fameux effet mafia, où les anciens créent leur propre boîte. Exactement. Parallèlement, pour conserver leur avance technologique, ces géants américains finissent régulièrement par racheter des entreprises suisses novatrices à des prix d'or, ce qui réinjecte massivement des liquidités dans les fonds d'investissement locaux. Une forme de symbiose agressive en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Et pour l'instant, le système tient en équilibre. Une symbiose où la fuite des cerveaux finance indirectement la prochaine génération d'entreprises. C'est redoutablement pragmatique. Et l'enquête ne s'arrête d'ailleurs pas à l'intelligence artificielle. Loin de là, elle révèle des monopoles invisibles dans des secteurs profondément matériels, tout en montrant comment ce même pays structure l'avenir de la finance virtuelle. Commençons par l'aspect physique, avec une entreprise dont le nom est probablement inconnu de la plupart des gens, VAT Group. Ah oui, VAT Group. Très bel exemple. L'article nous apprend qu'il contrôle 76% du marché mondial d'un composant extrêmement précis, les vannes à vide, pour l'industrie des semi-conducteurs. Sans eux, des géants comme TSMC ou Intel seraient incapables de graver leurs puces. C'est fou. Et derrière ce chiffre de 76% se cache une réalité physique implacable. Pour graver des transistors dont la taille se mesure en nanomètres, les fabricants de puces utilisent la lithographie extrême ultraviolet. Une technologie de pointe. Absolument. Et cette opération ne peut se dérouler que dans un vide absolu. La moindre particule de poussière microscopique qui pénétrerait la chambre de fabrication ruinerait instantanément l'architecture entière du silicium. Ça ne pardonne pas. Le tour de force de VAT Group, c'est d'avoir perfectionné des mécanismes capables de sceller et de maintenir des environnements qui reproduisent littéralement le vide de l'espace profond. Le tout au beau milieu d'une usine fonctionnant à une cadence industrielle infernale. C'est de la science-fiction ? Ils ont transformé un défi de physique fondamentale en un monopole industriel inébranlable. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils maîtrisent l'infiniment petit, le composant invisible mais indispensable. Et quand on applique cette même logique de l'infrastructure invisible au monde de la finance, eh bien on arrive au canton de Zug. La fameuse Crypto Valley. Oui, une petite région de 127 000 habitants, mondialement reconnue aujourd'hui. C'est ici que la blockchain Ethereum a été conceptualisée et lancée en 2015. Rien que ça, oui. Et l'enquête comptabilise carrément 17 licornes liées au Web3 sur ce territoire en 2024, pour une valorisation globale sidérante de 593 milliards de dollars. En début d'année 2025, Sygnum Bank y a acquis le statut de licorne. Et même l'institution la plus traditionnelle du pays, PostFinance, avec ses 2,5 millions de clients, propose des services cryptographiques à ses usagers. C'est une adoption massive. Et ça continue. Les projections pour fin 2026 estiment que 4,03 millions d'habitants utiliseront ces actifs, soit presque la moitié de la population. Il y a un paradoxe monumental ici. La nation qui incarne le conservatisme bancaire le plus strict est devenue le terrain d'adoption grand public le plus massif pour la crypto-monnaie. Comment on explique ça ? Si l'on relie cela à la vision globale des autorités helvétiques, la contradiction s'efface au profit d'un pragmatisme institutionnel spectaculaire. Encore du pragmatisme ? Toujours. Tout s'est joué dans l'approche de leur autorité de surveillance des marchés, la FINMA. Lors de l'émergence des registres distribués, la réaction viscérale de la plupart des juridictions a été la paralysie légale ou la menace. Comme la fameuse approche de régulation par la sanction de la SEC américaine, par exemple. Exactement. Et la FINMA a pris le contre-pied en refusant le flou juridique. Elle a conçu une licence FinTech sur mesure. Concrètement, plutôt que d'interdire, ils ont dit oui, mais avec des règles. Un cadre clair, donc. Voilà, cette licence a clarifié instantanément le statut des jetons numériques, séparant ce qui relevait du titre financier classique du simple jeton utilitaire. En fournissant ce bac à sable légal, clair et prévisible, la Suisse a rassuré des milliards de dollars de capitaux institutionnels. Des capitaux qui cherchaient désespérément à fuir le risque de litiges réglementaires ailleurs. Tout à fait. Des valves industrielles étanches aux droits financiers prévisibles, l'obsession reste la même au fond. Créer des infrastructures fiables. Toujours l'infrastructure. Mais le pays abrite une infrastructure d'une toute autre échelle. Une machine qui ne se contente pas de faire tourner des semi-conducteurs ou des blockchains, mais qui cherche carrément à forcer les secrets de l'univers. Le CERN. Nous parlons évidemment du CERN et de son projet FCC, le futur collisionneur circulaire. Là, le changement d'échelle est brutal. Le FCC, c'est une infrastructure de recherche colossale, prévoyant la construction d'un anneau souterrain de 91 km de circonférence. 91 km, c'est immense. Ça s'étendra sous les territoires suisses et français.
Le budget est évalué à 20 milliards d'euros, avec un début de percement planifié pour 2033. L'enjeu scientifique est de comprendre les composantes noires de l'univers. Mais il y a un enjeu géopolitique, non? Évidemment, l'enjeu stratégique sous-jacent, c'est de sécuriser le leadership de la physique fondamentale européenne face à la Chine qui avance à pas de géant sur son propre projet de supercollisionneur. Ce projet est loin de faire l'unanimité d'ailleurs, et illustre bien les tensions internes au monde scientifique de cette décennie. L'enquête détaille une controverse majeure, cristallisée par une tribune publiée dans le journal Libération en mars 2025. Une tribune très commentée. Oui, très polarisante. D'un côté, pour rester totalement neutre sur les arguments, on a 400 scientifiques signataires qui exigent l'abandon du projet. Ils arguent que l'empreinte carbone faramineuse de l'excavation, couplée au gouffre financier de 20 milliards, est indécente face à des résultats théoriques incertains. Et qu'il vaudrait mieux réallouer ces ressources à la recherche climatique. C'est l'imposition, oui. De l'autre côté, la direction du CERN avance un argument historique incontournable. La recherche fondamentale produit par nature des révolutions technologiques imprévisibles. C'est le pari de la recherche fondamentale. Sans les collisionneurs précédents, il n'y aurait pas eu les aimants supraconducteurs qui permettent aujourd'hui l'imagerie par résonance magnétique dans tous nos hôpitaux. Ni l'invention du web en 89. C'est un débat complexe. L'enquête expose ce débat de manière très factuelle, et ça montre que même ce sanctuaire de la science n'échappe pas au dilemme contemporain sur l'allocation des ressources. Cela soulève une question importante sur le modèle suisse, parce que l'innovation n'évolue pas dans un vide hermétique, il est soumis à des frictions majeures. D'ailleurs, les concurrents ne restent pas inactifs. Absolument pas. Les données récentes montrent une pression croissante d'écosystèmes nordiques très agressifs, notamment le Danemark et la Suède, qui grignotent des parts de marché sur l'innovation de pointe. C'est précisément là que l'enquête de Block News pointe du doigt les fissures dans la cuirasse suisse. Il y a un vrai resserrement budgétaire en cours, avec une baisse de 500 millions de francs du budget alloué au domaine FRI. Formation, recherche et innovation. Exact, pour la période stratégique de 2025 à 2028. Et les coupes ont déjà touché les hautes écoles dès 2024. S'ajoute à cela un isolement particulièrement préoccupant, le blocage critique de l'accès au colossal programme européen de financement de la recherche, Horizon Europe. À cause des interminables crispations politiques avec Bruxelles. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la dynamique globale du pays ? Si je devais formuler une image, je dirais que ce système ressemble au coffre-fort le plus perfectionné de la planète. J'aime bien cette idée. Les mécanismes internes sont d'une complexité ahurissante, l'alliage est impénétrable. Mais si l'on coupe la ventilation de ce coffre en le déconnectant du réseau scientifique continental, qui est Horizon Europe, l'oxygène vient à manquer. Et les idées finissent par s'asphyxier à l'intérieur, aussi brillantes soient-elles. C'est une excellente métaphore. Et privé d'une partie des fonds publics et des grands consortiums de recherche européens, on constate une tendance à la concentration de l'R&D au sein des bilans financiers des grandes entreprises établies, tu vois. Au détriment des PME. Exactement. Le danger systémique ici, c'est le glissement de l'innovation radicale vers l'innovation incrémentale. Une multinationale cherchera toujours à optimiser les marges de ses produits existants de quelques pourcents supplémentaires. C'est rentable, certes. Mais ce n'est pas ce qui change le monde. Voilà, cette approche prudente est incapable de générer les ruptures fondamentales qui redéfinissent des industries entières. C'est une distinction fondamentale pour évaluer leur résilience future. Si l'on rassemble les fils de l'analyse menée aujourd'hui, l'envergure technologique de cette petite nation est tout bonnement déconcertante. C'est le mot. D'un côté, une entreprise nichée dans une vallée alpine détient la clé de voûte physique de la production mondiale de puces électroniques. De l'autre, des cantons administratifs traditionnels redessinent les protocoles de la crypto-monnaie globale. Sans oublier Genève. Oui. Pendant qu'à Genève, l'humanité se prépare à fracasser des particules pour percer le mystère de l'univers, le constat de l'enquête est limpide. L'innovation la plus profonde et la plus durable ne passe pas par des annonces tonitrulantes, elle s'accomplit en silence, par une exécution méthodique. Et ça, pour quiconque nous écoute, c'est une grille de lecture que tout professionnel peut transposer à sa propre approche. Dans une ère économique où la visibilité constante, la communication à outrance et la promesse de disruption immédiate sont souvent valorisées, le modèle suisse démontre tout l'inverse. C'est-à-dire que la véritable valeur ajoutée réside dans l'hyperspécialisation discrète. Comprendre une niche complexe, maîtriser l'ingénierie sous-jacente d'un problème avec une précision totale et s'y tenir sur le long terme produit des résultats bien supérieurs aux grands effets d'annonce. Le silence de l'exécution comme arme de domination, c'est une perspective qui remet beaucoup de choses en question pour nous tous. Mais cela invite à une réflexion finale, sans doute la plus critique face à l'horizon qui se dessine. Laquelle ?
L'économie mondiale bascule sous nos yeux dans une nouvelle guerre froide technologique. Pour dominer l'intelligence artificielle et l'approvisionnement en semi-conducteurs, les superpuissances mondiales comme les États-Unis et la Chine ont décidé d'injecter des milliers de milliards d'argent public directement dans leurs industries. C'est une course à l'armement subventionné, clairement. Alors face à cette collision de titans, on peut légitimement se demander un écosystème microscopique, reposant à 70% sur des fonds privés et une stricte neutralité diplomatique, pourra-t-il survivre à ce tsunami interventionniste? La question est ouverte. Ou la Suisse sera-t-elle finalement contrainte de choisir son camp et, pour la première fois, de faire du bruit? C'est une question qu'on laisse à notre auditoire.